Bonjour à tous et bienvenue au journal. Voici les titres. Journée mondiale sans sachets plastiques, c'était hier. Pour célébrer l'événement, le ministère du Cadre de Vie a initié une séance de sensibilisation au marché d'Antokpa. Les échanges ont porté sur les risques liés à l'utilisation des sachets plastiques. Nous allons également nous intéresser aux cubes bouillons qui sont presque indispensables dans certaines cuisines. Pourtant, leur consommation expose à des maladies. Et puis de beaux jours devant pour le pain tissé au Bénin. Des acteurs de cet art ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Ils se sont retrouvés pour faire le point des acquis. 25e anniversaire du groupe de réflexion pour un enseignement comptable adéquat. La cérémonie a eu lieu ce week-end à Cotonou et a réuni les acteurs soucieux de la bonne gestion de la comptabilité. Gilles Donsou, Wenceslas Aroimo. 25 années d'existence pour le GRECA, groupe de réflexion pour un enseignement comptable adéquat. Cela se célèbre. Le GRECA regroupe des experts comptables, des enseignants de comptabilité et bien d'autres du domaine. Au-delà de l'aspect festif, c'est des retrouvailles pour réfléchir sur la vie de la corporation. Harmoniser nos points de vue, interpréter donc tous les tests comptables qui existent et de manière à ce que l'enseignement soit unique et uniforme donc sur l'ensemble du territoire et conformément à la zone où on se trouve. Aujourd'hui, c'est l'OADA, bien sûr. Des personnalités ont été identifiées et gratifiées au cours de cette édition, ceci pour leur mérite. Reconnaissance méritée, et si le comité a porté son choix sur ma personne, cela veut dire que j'ai été utile. Entre-temps, j'ai fait le travail qui devait être fait pour accompagner le développement de l'enseignement de la comptabilité, n'est-ce pas, dans les divers établissements. Nous avons été distingués aujourd'hui pour plusieurs raisons. Le service rendu à cette association, je suis au poste de deuxième vice-président et premier vice-président maintenant, ça fait bientôt 17 ans. Avec toutes les réformes qu'on a faites en comptabilité et fiscalité, ce que nous faisons aujourd'hui est beaucoup plus numérique, est beaucoup plus adapté aux normes actuelles et la comptabilité est beaucoup plus simplifiée à travers des logiciels de comptabilité que nous essayons, n'est-ce pas, de mettre en place comme Hypersoft. Ça permet à ceux qu'on forme aujourd'hui d'être plus opérationnels et de lutter contre la mauvaise gestion et la bonne pratique des finances publiques. Et ils se donnent rendez-vous pour la prochaine édition. 2 ministres du gouvernement face aux députés, Osvaldo Meki des Sports pour répondre à des préoccupations relatives au plan d'action du ministère et Jean-Claude Ossou pour apporter des clarifications sur le point d'exécution des différents projets du deuxième compact du Millennium Challenge et compte Bénin. Doris Nathalie Oulabi. Le ministre en charge des Sports est le premier à plancher lors de cette plénière. Il a été question pour lui de répondre aux préoccupations du député Sedami Romaric Mendegan Fagla et certains de ses collègues. Outre les gros investissements qui ont été consentis par le gouvernement depuis 2016 pour la construction des stades municipaux, Oswald Omeki a mis l'accent sur ce qui est fait par son département ministériel pour soutenir les autres disciplines sportives, au nombre desquelles figurent la boxe, la pétanque, l'athlétisme, le handball, pour ne citer que celle-là. Le cas du boxeur béninois Clément Loco, qui fait parler de lui au-delà des frontières béninoises, a retenu l'attention des députés. Il en est de même des grands champions béninois qui, à la fin de leur carrière sportive, vivent dans des conditions peu reluisantes. Pour ce qui est de la pétanque, on retiendra que les diligences nécessaires sont en train d'être faites afin que le Bénin accueille dans de meilleures conditions le championnat du monde de pétanque qu'il doit abriter bientôt. À cet effet, un boulodrome de type moderne sera érigé. Le second dossier, pour lequel le gouvernement a répondu à l'interpellation des députés, porte sur le point d'exécution des projets du second compact du Millennium Challenge et Compte. Pour répondre à cette question posée par l'honorable Dakbe Sossou et certains de ses collègues, il y avait le ministre donnant Jean-Claude Ossou en charge de l'énergie.
Selon lui, ce projet mis en œuvre depuis 2017 pour une durée de 5 ans bénéficie d'un appui américain évalué à près de 225 milliards de francs CFA. La contrepartie nationale, qui s'élève à 17 milliards, est également entièrement libérée. Selon Jean-Claude Oussou, la priorité accordée au secteur de l'énergie doit permettre une transformation structurelle de notre environnement socio-économique. Des interventions des députés, il ressort que les réponses apportées par le ministre de l'Énergie sont convaincantes et témoignent de ce que le gouvernement a vraiment fait de gros efforts pour améliorer l'accès à l'énergie électrique aux Béninois. Que retenir de la mise en œuvre du PAG2 dans le domaine de la justice? Le ministre Séverin Quenom lève le voile sur les prouesses enregistrées au cours des 12 premiers mois du second quinquennat de Patrice Talon. Rebecca Kendjaoumi. Un exercice de reddition de comptes. Moment donc d'éclaircir la réforme portant projet de création d'une cour spéciale des affaires foncières pour mettre fin à la mafia foncière en République du Bénin. La création de cette cour est une opération à double détente. D'abord, sécuriser les transactions foncières et la propriété foncière, et ensuite maintenant éradiquer la mafia foncière de la même manière que nous sommes attaqués aux crimes et délits économiques. En attendant la mise en place de l'équipe directionnelle de cette cour, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme continue de faire parler d'elle à travers différentes décisions rendues depuis sa création. Certains estiment qu'elle est créée à des fins de règlement de comptes. Il n'y a pas au Bénin de détenus politiques. Le fait de poursuivre, d'interpeller, d'incarcérer et de juger une personnalité politique ne fait pas de cette personnalité-là un détenu politique. Le détenu politique, c'est celui qui est détenu, arrêté, emprisonné, jugé à raison de ses convictions politiques. Dans notre pays, nul n'est au-dessus de la loi. Vous avez beau être personnalité politique du monde économique ou du monde des affaires, si vous commettez une infraction, vous serez réprimé, vous ferez l'objet de poursuites et de jugements. La lutte contre les crimes économiques, les relations du Bénin avec la Cour africaine des droits de l'homme, la séparation des pouvoirs en République du Bénin ou encore la question de la grâce présidentielle pour certains détenus. Nous sommes dans une année dite hautement sociale, telle que le président de la République l'a voulu. Peut-être que sous ce rapport-là, il sera encore beaucoup plus magnanime. Mais je ne pense pas que ça s'adresserait particulièrement à telle ou telle catégorie d'individus. Toujours au cours de cet entretien, plusieurs autres questions sont abordées, dont la réforme sur le statut juridique de la chefferie traditionnelle, la répression des infractions commises à raison du sexe, ou encore les prérogatives de l'Institut national de la femme. Un entretien qui reste disponible sur les sites digitaux du gouvernement. Fin du 7e congrès de l'Association des hautes juridictions des pays ayant partage la langue française. Durant 2 jours au Palais des Congrès de Cotonou, des réflexions ont été menées sur les stratégies à mettre en œuvre pour rendre plus accessibles les décisions de justice aux justiciables. Ola Rodrigue Babagbeto, Brestivoso. Les décisions de justice vont-elles désormais être accessibles et intelligibles pour les justiciables? Après 2 jours de travail, ces hauts magistrats et praticiens du droit de l'espace francophone mondial sont favorables à un oui sur la question. Bien, il y a une recommandation consensuelle puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité qui est que les cours de cassation notamment, mais les juridictions rédigent dans un langage plus clair, en tout cas plus accessible au public, qui garde la rigueur juridique bien entendu, mais qui permettent au public de mieux comprendre les décisions. Pour en arriver à cette recommandation, il aura fallu des débats sur le changement de style rédactionnel et aussi des échanges sur les systèmes judiciaires de nombreux pays. Le franc succès de la présente manifestation scientifique fera des assises de Cotonou un repère précieux. C'est pourquoi je voudrais, au terme de mon propos, au nom du président de la République et de son gouvernement, vous féliciter tous et vous dire à chacun et à tous, ces recommandations seront mises en œuvre dans le cadre d'un meilleur service au peuple béninois au nom duquel la justice est rendue. Les chefs et les représentants des hautes juridictions membres de la JUCAF, les distinguées personnalités invitées
expriment leurs sincères remerciements aux instances dirigeantes de l'Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français, la JUCAF. Ce 7e congrès s'achève avec le renouvellement du bureau de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Victor Daciadossou, ancien vice-président de la JUCAF et président en exercice de la Cour suprême du Bénin, est élu à la tête de l'institution à l'unanimité des membres. De hauts magistrats représentant 27 différents pays ont pris part à ce congrès. Voici quelques impressions recueillies par Ola Rodrigue Babagbeto. C'est des impressions très positives. Ça a été un congrès magnifique, consacré à la motivation des décisions de justice, et on voit que malgré les différences, il y a des sujets de préoccupation qui sont communs et une volonté d'avancer ensemble. Je trouve que le travail accompli est remarquable, à mon humble niveau, et je trouve que l'action de la JUCAF est indispensable. Cette association, elle est essentielle pour la consolidation du droit civiliste et la coordination du travail des magistrats. Le sujet choisi était vraiment très actuel par la qualité des intervenants. Pendant ces 2 jours, nous avons pu réfléchir sur la technicité des décisions que nous rendons, mais également donc sur leur impact. En tout cas, je suis très content du contenu, et avec un accueil et des conditions techniques mis à notre disposition par le gouvernement béninois et la Cour suprême du Bénin, absolument remarquable. Je suis très très content de cette réalisation. Je suis satisfait parce qu'il y a du travail qui a été fait, il y a des réflexions qui ont été menées, mais tout n'est pas terminé. C'est-à-dire, ça ne fait qu'avancer. Ce qui est fait va servir des bases pour mieux faire. Sinon, il reste toujours du travail à faire. Dans le reste de l'actualité, le ministère du Cadre de vie a célébré la Journée mondiale sans sachets plastiques. C'était hier à travers une séance de sensibilisation au marché d'Antokpa. Le compte rendu de Jennifer Sativi et de Ramatou Lawani. Au sachet. Ils sont source de nombreux dysfonctionnements au sein de l'écosystème. Les sachets en plastique continuent pourtant d'être utilisés à diverses fins, en l'occurrence sur les lieux de vente. La pollution occasionnée par la prolifération de sacs en plastique et surtout par leur abandon au gré des vents et des courants menace de très nombreuses espèces animales. Cette sensibilisation sera renforcée par la poursuite des contrôles dans les marchés, les visites aux entreprises d'importation, aux unités de production et de distribution des sachets plastiques biodégradables. Afin de ne pas tomber sous le coup de la loi, il convient donc de se mettre en règle en trouvant des solutions palliatives. Arrêtons ces pratiques pour adopter des pratiques grand-mère, l'utilisation des feuilles provenant de la nature, des papiers qui peuvent se dégrader, l'utilisation des sacs à base des produits de la nature. Une série de communications s'est tenue à la fin de la séance de sensibilisation permettant de distinguer les sachets biodégradables de ceux en plastique. La journée mondiale sans sachets plastiques a été instaurée par l'Organisation mondiale des Nations Unies. Elle a pour but de sensibiliser à la prise de conscience pour ce qui est de l'utilisation des sacs plastiques. L'association Sachet Relou de Sandra Idossou, une militante pour la protection de l'environnement, mène déjà le combat. Voici des propos recueillis par Cécile Gounadon et Donatien Falola. Il y a 5 ans, j'ai été obligée de subir le fait de ne pas trouver de la cassa dans les feuilles de bananes comme on a l'habitude d'en avoir. Nous sensibilisons parce qu'il faut changer les comportements. Il faut que nos populations comprennent que le sachet à lait pratique, le sachet à lait disponible partout, mais au-delà de tout ça, c'est qu'il agit sur notre santé d'abord et il agit sur l'environnement. Le sachet qu'on jette comme ça, il va prendre 400 années dans la nature et il va détruire notre environnement. Aujourd'hui, nous avons énormément de cas de cancer. Nous avons même des cas de cancer infantile. Les enfants souffrent de cancer liés à quoi? Liés à un certain nombre de facteurs endocriniens qui sont autour de nous. On n'avait pas prévu
que 5 ans après, on serait toujours là à en parler, mais il faut continuer par parler jusqu'à ce que nos autorités fassent les choses telles qu'elles ont elles-mêmes promis de le faire. Vous avez vu, dès qu'il pleut, le sol est tapissé, nos canalisations sont bouchées, la moitié se retrouve dans les océans, donc nous n'avons plus de poissons. Et c'est pour ça que pour moi, interdire le sachet plastique, c'est une urgence tout aussi capitale que tout ce que le gouvernement en ce moment est en train de faire. Si on interdit le sachet plastique, nous avons des feuilles, les acacias et tout ça, nous avons des feuilles, les feuilles de teck, les feuilles de bananier, nous avons de quoi emballer de la nourriture. Quand on va acheter à manger, sortir avec un bol, sortir avec sa bouteille, nous avons des emballages. Aller au marché avec son panier, avec son sac réutilisable. Ce sont des comportements qui ont toujours existé. C'est parce que ces sachets sont disponibles qu'on a l'impression que sans ces sachets, nous ne pouvons pas vivre. Nous avons vu quand la loi a été votée il y a 4 ans et tout ça, nous avons vu comment est-ce que du jour au lendemain, les bonnes dames ont commencé déjà par réfléchir. Ça a été possible ailleurs, donc pourquoi pas ici? Parlons à présent des moustiques. Nous évitons le contact avec eux parce qu'ils sont vecteurs de maladies. Mais en réalité, ils constituent un atout non négligeable pour la biodiversité. À quoi servent les moustiques? Élément de réponse dans ce reportage de Paulette Erako et Arnaud Havana, présenté par Amandine Agnambousou. Le moustique n'est certainement pas le meilleur ami de l'homme. Il pique. Pourtant, il constitue un maillon essentiel, non négligeable dans l'écosystème. Une seule larve de moustique peut filtrer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Filtrer dont on parle là, c'est que la larve est à la recherche de sa nourriture. Mais ce rôle est un rôle épurateur. En recherchant le nectar, les moustiques assurent la pollinisation des fleurs. Les moustiques, quand ils pondent les œufs se transforment en larves. Et ces larves servent de nourriture, interviennent dans les chaînes alimentaires. Si les moustiques ne jouaient pas ces rôles, nous aurions plus de difficultés de pollution que nous en avons actuellement. En réalité, sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, seule une centaine, dont les femelles, piquent les humains. Donc si les moustiques disparaissent, ça veut dire que les animaux qui se nourrissent de larves, d'œufs ou d'adultes de moustiques vont manquer de nourriture. Or, ces animaux sont aussi la nourriture d'autres animaux. Donc, ce déséquilibre va se faire en cascade jusqu'à ce que tout l'écosystème soit complètement déséquilibré. On peut arriver à diminuer la population des moustiques en dessous d'un seuil de nuisibilité et qui va permettre l'équilibre. Sinon, le jour où les moustiques vont disparaître, cela pourrait causer beaucoup de dommages, non seulement pour les autres animaux, mais aussi pour l'homme. Les moustiques ne servent pas qu'à maintenir l'équilibre dans la nature. Ils servent d'aliment à de nombreuses espèces. En tant que vecteurs de certaines maladies infectieuses, ils jouent également un rôle similaire à celui des prédateurs. Je vous le disais dans les titres, il est presque indispensable aujourd'hui de cuisiner sans y faire recours. Il s'agit des cubes bouillons très prisés par des cuisiniers. Pourtant, sa consommation expose à de nombreuses maladies. Les précisions dans ce reportage de Soraïda Lessiwe, Arnaud Havana, présenté par Héloïse Ruinato. Jessica déguste avec appétit son plat de sauce tomate au poisson assaisonné au bouillon que nous appelons communément cube. Un ingrédient qui permet de relever le goût du repas. Le jour où la dame prépare sans le bouillon, vous avez l'impression que ça n'a pas de goût. Je pense que c'est à cause des bouillons là que le goût est un peu plus sorti. Chez moi, à la maison, je contrôle ce que je mange, je sais ce qu'on me prépare. Mais en allant manger dehors, je ne peux pas contrôler. Moi, je n'utilise pas beaucoup de cubes. Honnêtement, c'est l'oignon qui domine ma cuisine. Exhausteur de goût, ces bouillons devenus le roi de la cuisine contiennent des substances telles que le glutamate de sodium qui est néfaste pour la santé. D'autant que sa forte teneur en sel le place sur la liste des aliments à éviter en cas d'hypertension artérielle. Une consommation excessive du sel peut entraîner une augmentation de la pression artérielle.
Aujourd'hui, au Bénin, on est à 12 grammes de consommation quotidienne de sel par individu, alors que l'Organisation mondiale de la santé nous recommande de prendre maximum 5 grammes de sel par jour. La forte consommation des bouillons contribue à cette élévation de consommation de sel qu'on a dans nos ménages. Ces additifs colorés, en apparence inoffensifs, peuvent en réalité être cancérigènes. Pas question donc d'en abuser, de les mettre dans toutes les soupes et sauces. Il existe des ingrédients naturels qui peuvent jouer le rôle de substitution pour le plaisir des papilles gustatives. Il faut par exemple utiliser les poissons, les petits frettins moulus. Il faut également utiliser les épices fraîches. Donc si on veut rehausser aussi le goût de nos assiettes sans pour autant utiliser les bouillons, on peut le faire à partir des épices, des herbes que nous avons sur le marché. Selon les spécialistes de la nutrition, les bouillons sont nuisibles à la santé. Ils déconseillent aux consommateurs donc d'en faire usage. Un carnet noir dans ce journal, Théophile Zanou est décédé, ancien agent de l'ORTB. Il en était également le président de l'Amicale des retraités. Des anciens collègues ont appris la triste nouvelle et lui ont rendu hommage. Ils sont au micro de Ghislain Koguet et de Rodrigue Blandoumé. Quand j'étais au CESTI et que je suis venu pour passer la toute première année de mon stage. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Et il m'a grondé, il a fait du bruit sur moi. Il a crié fort le matin là. J'ai pris mon calme et après quelques minutes, j'ai tapé à sa porte. Et je suis rentré dans le bureau, j'ai dit « Doyen, bonjour. Doyen, je ne comprends pas pourquoi vous criez sur moi comme ça. » Il dit « C'est le début de ton stage. Il faut qu'on te réveille, qu'on sente que tu es un homme, que tu dois travailler. On ne vient pas à la télévision pour s'amuser ici. » J'ai compris que je n'avais pas commis une grave faute. Mais effectivement, qu'on veut me réveiller pour que je travaille. Le doyen Théophile Zanou est un bosseur qui aime son travail. Nous devons être décorés. Vous savez, beaucoup de retraités n'ont pas été décorés. Nous avons servi la République, notre pays. Nous avons pris des risques à la conférence nationale. Chaque fois que le doyen Théophile Zanou venait d'Azorisse, il m'apportait mon colis de patates. Les débuts de la télévision, c'est eux. Il fait partie des pionniers. Il est rassembleur. Il est gentil envers tout le monde. Dès que tu rentres dans l'amicale, c'est qu'il te compte comme si vous êtes de même génération. Sa mort m'a abattu. C'est l'un des responsables qu'on ne peut pas oublier. Voilà des responsables qui constituent le vrai exemple de l'équité et qui faisaient leur travail de façon désintéressée. On parle à présent de valorisation du pain tissé. Après l'atelier de formation sur la question, tisseurs de pain, sculpteurs de tambours, danseurs et chanteuses du rythme bata se retrouvent pour la restitution. Ils ont démontré les acquis de 2 semaines de renforcement de capacité. Patrick Dossou et Edmond Hongbo pour le point. Le bata, rythme du département du Plateau, offert ici sur le plateau de la destination Bénin. Parlant justement de mode, le bata se danse exclusivement en pain tissé. Le kanvo, appelé Achaoke, chez les Nago et autres locuteurs et des Ile-Yifé. Ce pain tissé qui a obtenu sa labellisation, sa certification, est prêt à être aujourd'hui commercialisé. Et ça, c'est un élément important du dispositif mis en place par son Excellence, le président Patrice Talon. Durant 2 semaines, l'on a fabriqué les tambours des 6 percussionnistes et tissé les pains portés par ces 6 tambourineurs, 12 danseurs, 8 danseuses et 2 chanteuses. Le Fonds de développement de l'artisanat s'engage à jouer résolument son rôle auprès de tous ces acteurs pour révéler davantage le Bénin à travers l'artisanat et plus précisément le pain tissé kanvo qui nous réunit autour de la danse bata. Dans notre patrimoine culturel immatériel, il y avait des spécialistes qui se chargeaient de donner les couleurs à ce que nous portons. Prochainement, il va falloir ajouter à ceux qui travaillent le coton
Ceux qui se chargent donc de teinter le coton. Le vrai nom de ce produit-là, c'est Aro. D'ailleurs, Aladé a l'habitude de bricoler la chanson qui accompagnait ce genre de métier. Il a Restitution de formation sur le bata, en toute beauté. Après l'artisanat, on parle maintenant de musique. Le collectif des artistes pour le développement du coton a lancé une nouvelle chanson. L'objectif est d'encourager la productivité du coton au Bénin. Ezekiel Diako, Loïc Olobo. La bonne pratique de la culture du coton assure le développement de notre nation. Cultivons le bon coton, c'est le titre de ce morceau. Une composition du CADEC, entendez collectif des artistes pour le développement du coton. C'est le fruit d'un projet musical qui a pris corps en 2019. J'ai perçu les conséquences que cause la mauvaise pratique qui est le bradage des intrants agricoles par certains cotonculteurs, mais qui n'en sont pas suffisamment conscients. C'est pour sensibiliser les cotonculteurs contre le bradage des intrants agricoles qu'est né ce projet. Cette chanson, Cultivons le bon coton. Certes, la musique favorise la sensation du plaisir. Elle est utile pour diminuer le stress que l'humain vit tous les jours. Mais elle est un pont entre tout cela et la conscience et la mémoire. Le Bénin est réputé pour la qualité de son coton en Afrique de l'Ouest. Le CADEC travaille aux côtés du gouvernement pour sensibiliser les cotonculteurs et ce, pour éviter le bradage des intrants et encourager à une meilleure productivité. Le thème que vous avez choisi, cultivons le bon coton. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Béninois qui ne sait pas l'importance du coton. À quel degré le coton participe au développement de notre pays. Que ceux qui produisent ce coton puissent vivre de leur activité à travers cette sensibilisation que vous voulez faire, que vous avez déjà commencé. Cultivons le bon coton. Ils sont au total 8 artistes à avoir exécuté cette chanson. Ces artistes n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Une tournée de sensibilisation est prévue, ainsi que la réalisation du clip du morceau. Et quand on parle de vacances, on parle de distraction pour les jeunes. Et l'une des distractions, c'est le football. Et si vous avez du temps, faites un tour au stade René Pleven ou au terrain de Midombo pour voir les jeunes des 13 arrondissements de Cotonou à la 2e édition du tournoi de l'indépendance. Le coup d'envoi a été donné ce week-end. Blaise Adankbo, Ezekiel Diako. L'équipe du 2e arrondissement de Cotonou en rouge débute bien le tournoi de l'indépendance édition 2022. Face à son adversaire, le 5e arrondissement, les Rouges s'imposent sur la petite des marques 1-0 et s'offrent les 3 points du match. Tout s'est joué en première partie sur la pelouse synthétique du stade René Pleven. En seconde partie, les attaquants des deux côtés manquent de réalisme. Des occasions pour faire le break, aux occasions pour revenir. Au score, toutes sont hors cadre. Malgré qu'on a gagné, notre attaque a pêché. On a perdu beaucoup d'occasions. Donc il va falloir qu'on travaille beaucoup devant les buts. On n'a pas eu de temps pour préparer l'équipe. Ça fait que ce soir, les joueurs qui sont là, c'est juste un match test pour eux. Et en attendant qu'on travaille pour que la seconde rencontre, ça soit plus intéressant. La compétition a pour parrain Patrice Alakpato. L'opérateur économique reste fidèle à ses habitudes d'accompagner le gouvernement à travers le football. En tant que passionné de sport, je me suis lancé dans ces batailles en dédiant ce tournoi de l'indépendance. Nous sommes à notre 2e édition et grande est ma joie de voir les autorités autour de moi. Bonne fête du football à tout ce monde qui est ici. La 2e édition du tournoi de l'indépendance réunit les équipes des 13 arrondissements de Cotonou et les matchs se déroulent à René Pleven et sur le terrain de Midombo.
Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci de l'avoir suivi.